Bon, il y a personne. Ça fait un an que le blondinet me vole la vedette. C'est mon heure. Salut à tous, c'est Nestor pour un tout nouveau format frais et dynamique. Bah alors mon Nestor, qu'est-ce que tu fais? T'essaierais pas de piquer ma place par hasard? Ah non mais allez quoi, et puis c'est Noël. D'ailleurs en parlant de cadeaux, tu sais, pour mon augmentation... C'est ça, prends-moi pour une buse. Bah... Bon allez, je suis magnanime juste pour cette fois, c'est Noël. Salut tout le monde, bienvenue sur Histowatt. Salut tout le monde, comme vous avez peut-être pu le constater, c'est bientôt Noël. Très perspicace. Et tu vas nous dire que dans une semaine, c'est le nouvel an? Nestor, ton augmentation... Comment? Non, oh, mais où tu vas? Non, pas du tout, non, mais du tout. Non, non, mais je ne faisais juste que chauffer ma voix. Ah, voyons. Ah, Noël, cette fête du partage, où l'on se tape des repas interminables à refaire le monde autour d'une traditionnelle dinde marron, entouré de mamie Jacqueline, sourde comme un pot, ou encore de tonton Roger, qui va passer son temps à dire qu'il n'est pas raciste, mais qu'on était quand même bien mieux en 40. Toutes ces discussions que tu as envie de conclure d'un... On bat les couilles, frère. Mais malgré tout, à ton oncle Roger, tu vas quand même lui offrir un petit cadeau pour Noël. Au mieux un album de Kenji, au pire une boîte de Mon Chéri. Et justement, pourquoi ce geste d'offrir des cadeaux à Noël est un geste qui, comme on le dit, va de soi. Il faut savoir que le fait de s'offrir des cadeaux ne date pas d'hier. Et pour cela, je laisse la parole à Nestor, qui va nous faire un joli petit topo historique. C'est à toi. Merci, oh grand messie de la culture youtubienne, oh chantre de... Non mais Nestor, c'est bon là, t'embête pas dans les flatteries, j'ai vraiment plus une thune pour Noël. Bouffon. Il faut savoir que le fait de s'offrir des cadeaux daterait de la fin de l'Empire romain. La fin de décembre correspond au solstice d'hiver, date à partir de laquelle les jours rallongent, ce qui correspond à une sorte de renouveau de la Terre. Rome, qui n'est pas avare en termes de fiesta arrosée, fête ce solstice avec la grande fête du Sol Invictus. Cette célébration, vieille de plusieurs siècles, est officialisée le 25 décembre par l'empereur Aurélien au IIIe siècle après Jésus-Christ. Lors de ces fêtes, il était coutume de s'offrir des cadeaux entre adultes. Oh, pas de PS4 bien évidemment, mais des étrennes, terme venant de la déesse Strena que l'on fête le 1er janvier. À cette date, il est de bon ton de s'offrir de la nourriture, de l'argent et autres objets précieux, afin de conjurer le sort et de sceller le retour de l'abondance. Tout ceci, bien évidemment, en se souhaitant une année prospère, une bonne santé et tout le tintouin. Cependant, cette fête païenne ne convenait pas vraiment à l'église catholique, voyant cette célébration d'un mauvais œil. À cette époque, il apparaissait également une réelle nécessité pour la chrétienté de pouvoir dater la naissance de Jésus. En 354, le pape Libère aurait choisi le 25 décembre, afin que la célébration du Christ remplace la fête païenne, bien installée, du Sol Invictus. Malin comme un singe, le bougre. Dès lors, Noël va être rattaché à une fête chrétienne, que l'on va appeler la Nativité. Et justement, faisons une petite pause sur cette fête de la Nativité. Et d'ailleurs à noter que le terme Noël correspondrait au latin signifiant jour de la naissance. Celle-ci porte en elle-même l'idée d'offrir. Théologiquement, la naissance de Jésus, c'est considéré en soi comme le cadeau de Dieu qui offre Jésus au monde afin de le sauver. Contrairement à ce que l'on peut penser, la venue des rois mages avec leurs poches remplies de cadeaux ne correspond pas au 25 décembre, mais au 6 janvier, jour de l'épiphanie. Mais dans l'imaginaire collectif, c'est indubitablement lié à Noël. Qu'on le veuille ou non, la fête de la Nativité et sa notion d'offrir va, comme un serpent de mer, s'insinuer sournoisement dans les us et coutumes d'une religion chrétienne conquérant toute l'Europe. Au Moyen-Âge, le fait d'offrir des cadeaux de Noël posait problème, étant donné qu'il faisait écho aux pratiques païennes de la Rome antique. On va cependant en faire, et plus principalement aux enfants. Cette pratique était essentiellement l'apanage des familles bourgeoises et aristocratiques dont les enfants recevaient principalement des étrennes. Mais il faudra cependant attendre le 19e siècle pour voir l'apparition du cadeau de Noël tel qu'on le connaît actuellement. Et pour cela, je vais vous laisser entre les mains d'un squelette qui, lui, n'est pas un cadeau. Mon bon Nestor, c'est à toi. Ah, je te remercie. C'est très gentil. Il est à noter que la pratique de Noël telle qu'on la connaît actuellement est liée à l'essor de la bourgeoisie du 19e siècle. À cette époque, Paris voit l'arrivée des grands boulevards haussmanniens et l'arrivée de grands magasins tels que la Samaritaine. Se calquant sur le modèle américain, cette fête va basculer du côté public au privé, devenant petit à petit une vraie fête commerciale. Avant que cela ne s'élargisse à toute la famille, les cadeaux étaient destinés aux enfants, représentant l'avenir et faisant évidemment écho à la tradition de la nativité.
Pour les familles aisées, c'était des petits soldats de plomb pour les garçons et des ustensiles de couture pour les filles. Ah, bonjour la théorie des genres. Malheureusement, ce n'était pas la même chose pour les familles plus modestes. Les plus sages avaient le droit du pain d'épices ou des petits jouets artisanaux. Les enfants méritants avaient eux le droit à une orange, fruit particulièrement coûteux à cette époque, demandé à mon grand-père. Les enfants, dirons-nous, du super, se voyaient quant à eux offrir un morceau de charbon. Ah, avec tout ce que j'ai eu comme morceau de charbon, je peux vous dire que j'ai fait mon premier barbecue à l'âge de 6 ans. Et j'en suis pas peu fier, je peux te le dire. Et enfin, bien évidemment, on ne peut pas évoquer les cadeaux de Noël sans parler de celui qui les offre. Alors tordons le cou tout de suite à une méchante rumeur. Non, ce n'est pas cette fameuse boisson sucrée apportant joie et diabète à ceux qui en consomment qui a créé le Père Noël. On retrouve déjà, au Moyen-Âge, quelques traces faisant référence à un soi-disant Monseigneur Noël ou encore Père Noël. L'écrivaine George Sand va également évoquer le personnage dans ses souvenirs d'enfance. Mais à n'en pas douter, la première barbe blanche n'est pas celle de notre bon Papa Noël, mais plutôt celle de Saint Nicolas. Ce saint, à qui l'on prête quelques faits miraculeux, va être fêté dans l'Europe germanique à partir du XVIe siècle. Ce dernier apporte aux enfants les plus sages des fruits et des friandises. Les petits garnements comme Nestor se voient quant à eux réserver la hotte du père Fouettard, qui, à part si vous êtes fan de bondage, n'est pas forcément à conseiller. Par la suite, ce bon Saint-Nicolas arrive aux États-Unis au XIXe siècle par le biais des immigrés hollandais. Celui qui est tout d'abord appelé Sinterklaas va très vite, par déformation de la langue, se transformer en Santa Claus. De nombreux textes vont par la suite participer à définir les caractéristiques de ce personnage mythique, notamment l'auteur américain Clement Clarke qui, en 1822, évoque un petit vieux gaillard et enjoué sur un traîneau tiré par 8 rennes. La couleur rouge, quant à elle, ne vient également pas de la fameuse marque américaine, mais de l'illustrateur Thomas Nast, travaillant au Harper's American Weekly, et qui sera celui qui va faire coller cette fameuse couleur rouge avec notre bon Père Noël. Mais même si nous réfutons toute parenté avec cette boisson plus appréciable avec du whisky... Ah bah écoute, je confirme. Il faut tout de même reconnaître que cette dernière a grandement participé au succès que l'on connaît. En 1931, la marque est alors en perte de vitesse et une grande campagne de Noël est prévue pour redorer un peu son blason. Un illustrateur s'inspira des écrits de Clarke pour créer le fameux personnage. Le succès est immédiat et cette icône que chaque Français connaît est alors importée par les Américains dans notre bon hexagone lors de la Seconde Guerre mondiale. Bon, écoute Flo, je sais que j'aurais pas dû vouloir te piquer la vedette. J'ai les yeux plus gros que le ventre en ce moment. Mais par pure charité, me laisserais-tu conclure sur ce dossier festif et enjoué? Mais bien évidemment, mon lapin. Oh le niais. La tradition des cadeaux de Noël s'inspire donc des pratiques des fêtes romaines durant l'Antiquité. L'Église catholique, bien qu'elle n'approuve pas cette pratique, va cependant laisser faire pendant plus de 1000 ans. Cependant, cette fête religieuse va basculer du sacré au profane, du public au privé avec l'émergence de la bourgeoisie et des grands magasins du 19e siècle. Et enfin, le bon Papa Noël que l'on connaît n'est en fait qu'une adaptation du Saint-Nicolas apparu dans les pays germaniques il y a bien longtemps. Je me trompe? Comme quoi, les miracles de Noël existent, Nestor. T'as enfin réussi à faire un truc bien dans cette émission. Extrêmement drôle. On espère que ce nouveau format, un poil plus court, vous a plu. N'hésitez pas à faire vos retours en commentaire, évidemment, si vous souhaitez le revoir bientôt. En ces temps troublés, on vous souhaite quand même de très joyeuses fêtes de Noël à tous, et à l'année prochaine. Et joyeux Noël les baltringues. Ho 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 ho.